Merci Isabelle. Je dois vous demander d'emblée votre indulgence. Ce n'est pas une tâche vraiment facile. J'ai essayé en tout cas de saisir les préoccupations principales exprimées dans le colloque et vous contribuerez par vos questions à enrichir cette synthèse. Alors, la problématique des communications entre l'État et le citoyen est ici circonscrite par l'énoncé défis numériques et perspectives rédactologiques. Les organisatrices ont incité les participants à réfléchir sur le positionnement de l'écriture professionnelle dans un environnement numérique, nécessairement multiplateforme. Depuis 25 ans, entre l'écrit et l'environnement numérique où il s'insère, s'est produit une petite révolution du même ordre qu'entre l'écrit manuscrit enluminé et l'écrit imprimé lors de l'invention de l'imprimerie. Nous devons nous rappeler que Gutenberg a donné naissance, sans le savoir, à la typographie, un art d'agencer les lettres en guidant le lecteur d'un texte lu et non pas récité à haute voix, en le guidant sur le début et la fin d'une phrase, en inventant les majuscules et la ponctuation, le guidant sur la progression des idées, en faisant des paragraphes, sur la structuration globale du contenu, des chapitres, table des matières, des titres, des intertitres, sans compter l'espacement entre les mots, nous aidant à reconnaître les unités de sens. Ce sont toutes là des innovations qui avaient pour but de faciliter la lecture des imprimés. La mise en page des textes et les normes d'écriture sont inscrites dans une histoire. Ce sont des représentations conventionnées de ce que nous considérons comme utile, nécessaire, bien ou normal à un moment donné et quelque part. Elles n'ont rien de naturel. Évidemment, ce n'est pas le cas des sciences pures qui produisent éventuellement par la méthode expérimentale des savoirs indépendants de l'histoire humaine, du jugement des personnes et des valeurs de l'époque. Par exemple, la gravité terrestre a le même effet sur les Belges ou les Japonais. C'était le cas au 19e siècle et c'était encore le cas ce matin. On ne peut pas en dire autant des présupposés idéologiques, des pratiques de lecture, des attentes envers les administrations publiques ou privées, ou encore des obligations des administrations envers leurs commettants. Les données sociales sont fluctuantes et contextuelles. Les sciences humaines tentent de trouver des explications à des comportements humains sociaux en contexte. Par exemple, comment l'État peut-il communiquer efficacement avec la population? Alors, dans cette question, il y a implicitement un ici et maintenant et deux acteurs, un État et la population, dont les caractéristiques et les prérogatives diffèrent d'un contexte à l'autre dans une temporalité rapide. S'ajoutant aux difficultés inhérentes aux sciences humaines, notre contexte fluctuant est marqué par l'explosion du numérique et des genres que cette révolution induit. Il ne faut donc pas s'étonner que la communication écrite et ses pratiques soient soumises à de grands chambardements. Écrire pour être lu, pour être compris, de même que lire pour comprendre ou pour agir, sont des pratiques en plein bouleversement. Plutôt que de textes, il est maintenant question de documents et même d'artefacts, disent les spécialistes du design, où le langage verbal écrit est imbriqué dans un écosystème informationnel en mouvement. Toutes les composantes de cet écosystème sont censées contribuer à soutenir l'usager dans son expérience de navigation, de la recherche d'informations à la lecture d'une section particulière ou encore à l'accès à des documents transactionnels.
l'écrit n'est plus qu'une composante de cet écosystème et il se présente souvent comme fragmenté, éclaté sur différents niveaux d'accessibilité de l'information dans un site. Il n'apparaît plus comme l'élément central de la production du sens. L'oral, accompagné du visuel, gagne du terrain. Mais même si l'écrit est fragmenté, il reste linéaire. La langue est linéaire, c'est un fait objectif. On ne peut pas produire plus d'un son à la fois, l'un après l'autre. La communication verbale se déroule sur un fil droit. La compréhension est tributaire du cerveau, faut-il le rappeler, dont les neurones ne sont pas disposés en rang, mais en réseau. Comprendre un message verbal, c'est transiter d'un monde à une dimension à un monde multidimensionnel, passer d'un mot à la fois à un ensemble structuré de concepts qui font du sens. Que le texte soit gravé sur une pierre, peint à la main sur une peau de veau, imprimé sur du papier ou dématérialisé, la langue reste linéaire. Il s'en suivra toujours une difficulté pour l'émetteur de communiquer sa pensée clairement à un récepteur qui ne peut la recevoir et la reconstituer qu'un mot à la fois. Le fait que nous parlions sur la chaîne verbale oblige le producteur de langage à disséminer des indices métadiscursifs qui informent sur la structure du message, ses éléments importants, etc. En situation conversationnelle, les partenaires réagissent au fur et à mesure que surgissent des ambiguïtés. En l'absence d'interlocuteur, et c'est le cas de celui qui écrit, il faut introduire ces directives dans le texte. La solitude du rédacteur face au texte pèse lourd sur la tâche de gérer les contraintes avec lesquelles il doit jongler. Tout ce qui nuit à l'exercice de décodage du sens global doit être examiné. Pour prendre des exemples souvent mentionnés, le lexique abstrait ou savant ou les phrases à multiples propositions interrompent le décodage du sens global au profit du sens particulier d'un segment de texte. Et c'est là qu'on perd le fil de nos idées. Si plusieurs contraintes de rédaction touchent la cohésion et la cohérence du texte, d'autres touchent à la représentation de l'énonciateur dans le texte. Qui est-ce qui parle? D'où émane ce texte? Cet énonciateur est-il légitime, autoritaire, coopératif? Est-ce qu'il est menaçant ou bienveillant? Qu'est-ce qu'il veut? Quelqu'un parle de quelque chose à quelqu'un dans n'importe quel texte ou document, qu'il soit fragmenté ou non. Qu'il existe des manuels de rédaction prétendant résoudre l'ensemble des difficultés de la communication écrite par des traitements de surface ne devrait surprendre personne. Le nombre de personnes devant écrire des textes dans le cadre de leur travail augmente toujours. Les difficultés sont réelles et la tentation des solutions simples est bien humaine. C'est un marché lucratif semblable à celui du rajeunissement ou du bien-être. Les préconisations ne sont pas nécessairement loufoques, mais elles sont difficilement utiles si on ne comprend pas leur fondement. La rédactologie ne se présente pas comme un ensemble de trucs et de solutions magiques. Elle est issue des premiers questionnements de la linguistique appliquée, de la rhétorique, de l'analyse de discours, grâce auxquels ont été nommés des opérateurs de sens situés à différentes couches de la textualité, ce que Bronckart a nommé le feuilleté textuel. Que les sciences du langage se soient intéressées au texte et non seulement à la langue parlée n'est pas particulièrement surprenant puisque le texte est une des formes les plus courantes de la matière langagière.
Le propre de la rédactologie est de s'intéresser à la communication écrite au travail du point de vue de l'efficacité communicationnelle. Celle-ci suppose la planification de la communication et non seulement la révision en surface de certaines composantes. Dans un environnement numérique, l'écosystème informationnel est la réponse à la quête d'efficacité des producteurs d'information face à des usagers au profil diversifié. Plusieurs désignent cet usager de co-constructeur de sens dans la mesure où son expérience de navigation est guidée par ses propres besoins. Est-il vraiment co-constructeur? Je me pose la question. L'écosystème informationnel est un travail colossal impliquant des ministères, des agences gouvernementales, des gestionnaires, des agents de communication, des rédacteurs professionnels, des experts en design. Tout ce travail est accompli en fonction des besoins de l'État. L'usager est tenu en compte en ce sens que l'on veut qu'il comprenne ce que l'État a à lui dire. Ces écosystèmes d'information, plusieurs en ont parlé, sont aussi pensés pour faire disparaître des emplois humains, des personnes qui répondent au téléphone ou d'autres qui accompagnent l'usager dans ses démarches. Qualifier l'usager de co-énonciateur me semble un abus de langage. Cet usager ne représente pas une communauté aux caractéristiques partagées, comme c'est le cas de l'État. C'est un amalgame de plusieurs profils disparates en termes de compétences littéraciques et d'intérêts. Il a été ici beaucoup question d'usagers fragilisés ayant des difficultés de décodage, de navigation, de langage, de compréhension, d'accès à la technologie. Est-ce bien l'usager que les producteurs d'écosystèmes d'information doivent se représenter en tout temps? J'en doute. Du point de vue de l'État, les préoccupations principales sont toujours l'efficacité et le rendement. Par quels moyens parvient-on à transmettre l'information au plus grand nombre sur les plateformes numériques mises en place à grands frais? L'État doit rendre des comptes, les résultats doivent être mesurables. Ne pas oublier que dans notre absurde monde d'infobésité, nous sommes tous à la recherche d'indices pour nous guider dans les sites administratifs. Personne n'aime la langue de bois, le ton hautain menaçant, le style obscur et la mise en page surchargée. C'est une évidence largement partagée depuis longtemps. Même si l'écrit occupe une portion congrue dans les écosystèmes informationnels, des choix éditoriaux sont faits. À quelque part, quelqu'un écrit et ce rédacteur est formé ou pas pour favoriser la lisibilité et l'intelligibilité du texte qu'il écrit. Il écrit pour faire du sens, s'il comprend à quoi il participe comme exercice. Il s'ensuit deux avenues de recherche, soit soutenir les lecteurs en tant que personnes ou mieux former les rédacteurs. Alors, plusieurs personnes qui ont participé à ce colloque s'intéressent à la relation entre un producteur de sens et un citoyen dont les compétences littéraciques sont entravées par toutes sortes de motifs, manque de scolarisation, handicap, langue étrangère, état émotif qui nuit à la compréhension. Il semble que les écosystèmes informationnels ont peu de succès auprès de ce genre d'usagers. Chercher l'information, naviguer dans des menus d'hyperliens, comprendre la fragmentation du contenu, le lexique, reconnaître l'information cherchée, ce sont autant d'obstacles qui nuisent au principe d'inclusion que défendent plusieurs personnes qui ont participé au colloque. Alors, dans cette perspective, un citoyen n'est pas qu'un usager,
un citoyen a des droits. Mais il est difficile d'imaginer qu'on puisse aider ce genre d'utilisateurs autrement qu'en présence. Des groupes communautaires, des écrivains publics, des centres d'aide aux personnes handicapées interviennent pour les aider. À ce moment-là, la clarification des messages se fait au cas par cas, de même que la clarification des questions. Alors, jadis, naguère, il y avait des préposés à l'information dans les institutions publiques. C'était des vraies personnes et non pas des robots. Et ces personnes pouvaient répondre au téléphone à des gens qui ont de la difficulté à écrire pour toutes sortes de raisons. Donc, je dirais que ça, c'est une avenue importante à considérer, le rôle de tous ces groupes qui viennent en aide aux usagers qui sont des citoyens et qui ont de la difficulté à comprendre ou à naviguer. Par ailleurs, il faut aussi travailler avec les producteurs de communication. Il faut offrir des formations, des balises, des modèles, des checklists qui vont au-delà de ces manuels qui ont été tant décriés pendant le colloque. Mais former des rédacteurs de documents au-delà des formules, ça suppose une approche multidisciplinaire. Déjà, voici un obstacle. Ces formations prennent place dans des départements. Les universités sont divisées en départements qui sont souvent des silos. La multidisciplinarité, depuis le temps qu'on en parle, n'est toujours pas une réalité vraiment dans les universités. En plus, la formation d'un vrai rédacteur, ça demande du temps et de la disponibilité, la reconnaissance d'une profession. Accompagner, guider des gestionnaires pour la conception et la production de plateformes web dans de grands projets, c'est ce que fait le groupe Rédigé depuis des années. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter, il faut écouter son expérience. Et ce colloque était l'occasion justement d'en prendre connaissance. Il faut résoudre des problèmes multiples dans une dynamique de force qui s'éloigne toutes les unes des autres. Tout le monde se veut le centre de l'action. Il y a les gens des technologies de l'information qui ont de gros égos et une idée de leur rôle dans ce genre d'écosystème où éco est plus une vue de l'esprit qu'une réalité. Il y a aussi les juristes, autres ennemis à abattre, semble-t-il, dans des projets d'envergure. En fait, ce dont on parle, c'est de coopération difficile entre les gens des disciplines différentes. Il faut foncer, il faut bouger, il faut se battre. La rédactologie ne peut pas exister sans cette multidisciplinarité et cette interdisciplinarité. Alors, ce sont les quelques réflexions qu'ont provoqué vos présentations. Vous êtes les héros de ce colloque, bien sûr, et je vous félicite tous et vous remercie pour vos réflexions, vos suggestions et l'enthousiasme avec lequel vous avez tous partagé des expériences qui prennent du temps et qui vous motivent. Donc, voilà, je passe maintenant la parole à mes collègues virtuels, Véronique et Isabelle. Merci beaucoup. Je suppose, des commentaires à vous transmettre. Merci beaucoup, Céline. Alors, il ne fallait pas qu'on soit indulgent, c'est vraiment extrêmement intéressant comme synthèse. Je trouve que
Tu as réussi à ramasser les enjeux, beaucoup d'enjeux, beaucoup donc c'est une excellente synthèse qui donne envie de continuer. D'ailleurs, je pense on va continuer de parler de ça. Je vais céder la parole 2 secondes à Véronique avant de continuer. Oui, merci Céline de présenter cette complexité qui sera inéluctable, c'est-à-dire de passer du linéaire à un traitement en réseau. Et même si on a des outils numériques qui permettent de penser en réseau, le langage, qu'il soit à l'oral ou à l'écrit, demeure linéaire. Et de nous le rappeler est une façon de nous rassurer, c'est-à-dire que le défi est contemporain, toujours, même si c'était hier, aujourd'hui, demain, ça sera toujours ce défi-là. Et ce que nous aimions à dire, que ce soit toi ou Isabelle dans le groupe rédigé, dans nos travaux, c'est que c'est la visée, c'est dans quelle visée on est, et c'est ça qui détermine tout le reste, c'est pas hors contexte. Et on l'a vu pendant ces différentes journées, que le contexte était vraiment le cadre, la référence. Et le fait qu'on parle des tests utilisateurs, moi je suis très très contente de voir à quel point c'est quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme fondamental et que ce n'est pas une représentation de qu'est-ce que serait un Français idéal. Non, c'est le test utilisateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Contexte. Absolument. Je veux juste te dire, Céline, que tu as des commentaires très, très heureux. Madame Baudet, ce que vous dites est musique à mes oreilles. Vous n'aurez pas besoin de mon indulgence. Je trouve que votre synthèse de ce colloque est géniale et qu'elle nous amène plus loin. Vous êtes inspirante et mobilisatrice pour toutes les personnes qui cherchent à communiquer clairement. Bravo. Odette Gagnon, bravo pour cette synthèse, Céline. En fait, tu es très inspirante. Alors, je suis canonisée. Tu es canonisée, Céline, absolument, et j'espère, je pense vraiment qu'on va pouvoir compter sur toi pour la conclusion de l'ouvrage qui va découler de ce colloque. Et je pense que c'est fondamental que enfin, je pense que le fait, Véronique l'a super bien dit, là, qu'on est dans quelque chose en contexte, qui montre le feuilleté textuel dont parle Bronckart, qui montre à quel point on est je dirais des gens qui jonglons avec des contraintes multiples et qui essayons par tous les moyens d'être médiateurs ou vecteurs, comme on l'a vu, ou vulgarisateurs, selon... Mais on est à l'interface et on a cette obligation d'empathie constante entre celui qui essaye de comprendre pour vivre, et pour s'épanouir dans la vie ou pour survivre dans cette vie difficile, et une administration qui essaye d'organiser la société comme elle le peut. Moi, je suis très heureuse de voir l'évolution de l'administration parce que je dirais que dans les années 2000, on voulait faire de la simplification, point. Et c'est-à-dire qu'on était dans le langage clair et simple, mais dans un sens extrêmement restreint, qui ne changeait absolument pas les paradigmes de base. C'était une administration qui rentrait de l'information dans des cruches qui étaient la population. Et toute l'idée de l'expérience utilisateur, toute l'idée toute l'idée de la bienveillance, qui n'est pas un mot creux, qui peut l'être bien sûr pour certaines personnes, mais on en voit des traces textuelles de la bienveillance. Je pense que la conférence de Véronique et Christina et Eric, ou encore Michel Monte avec Sophie Meline, ou encore et Franck Danger, ou encore Adeline, enfin, et plusieurs autres, excusez-moi de ne pas tous vous citer, mais on voit bien qu'on a des indicateurs de bienveillance dans la textualité, qu'on change un ton accusateur, qu'on change un ton menaçant, qu'on change une information qui prévoit des choses anticipées dans X temps et qu'on veut essayer d'accompagner, de rassurer, qu'on essaye d'éclairer, qu'on essaye et je pense que ça, c'est vrai que ça vient avec une administration qui veut maintenant, qui
dans tous les organismes avec lesquels nous travaillons, nous voyons qu'on a des services à la clientèle, on a la voix du client, la voix X du client, mais on se rend compte que maintenant, ces laboratoires d'expérience client, expérience utilisateur sont devenus un incontournable. Donc, on teste avant, on teste après, on s'assure, on fait d'une certaine façon participer les gens puisqu'on s'intéresse à voir les services à la clientèle, les plaintes qui sont envoyées. Donc, les gens ont souci de savoir ce qui bloque. Ces tests utilisateurs sont la démonstration du bien pensé des fondements de la rédactologie. Et ils précèdent pas la rédactologie, ils la suivent. Absolument. C'est important de le mentionner. On ne part pas de rien. L'idée n'est pas de tâtonner jusqu'à temps qu'on tombe sur quelque chose qui marche. Il y a des balises qui sont pensées à partir de principes qui sont connus en linguistique ou en sciences, en psychologie cognitive, en analyse de discours. On n'a pas inventé la roue. Et la réflexion sur l'écriture, sur le langage ne date pas d'hier non plus. On est dans cette continuité. Je voulais simplement rajouter que lorsque j'ai dit que l'oral et le visuel combinés prennent de plus en plus de place, il faut quand même se rendre compte que ces messages oraux sont d'abord pensés à l'écrit. Hein? Vous savez peut-être, je me suis intéressée à ça jadis naguère, mais Périclès, 500 ans avant Jésus-Christ, écrivait ses discours avant de les jouer, de les prononcer. Quand on a un message à passer clair et simple, c'est rarement dans l'improvisation. Ça prend du recul que nous donne l'écriture et après que vous le rendiez à l'oral ou pas, ça reste le même processus. Donc, ça prend des rédacteurs professionnels aussi derrière l'action de préparer ces messages aux usagers, aux citoyens. Oui, et là, je fais du pouce sur ce que tu dis en disant que les écrits en rédactologie, parlant de la démarche de rédaction, expliquant bien tout le travail d'analyse de mandat au départ pour s'assurer ensuite que et le choix de l'information, et la sélection de l'information, et le regroupement, et la hiérarchisation, et l'ordonnancement, tout ça tenait à l'analyse de mandat jusqu'à la révision finale. C'est quelque chose qui guide notre travail de rédacteur et qui guide notre travail de formateur de rédacteur fonctionnel. Et je pense que c'est clair qu'on peut continuer de suivre cette démarche-là. Elle est immuable, elle est nécessaire. Et ce que moi, j'ai trouvé intéressant pendant le colloque, c'est de voir à quel point on s'entend tous maintenant pour dire qu'on ne peut plus travailler l'un derrière l'autre, mais qu'il faut travailler autour de la même table. Et que si on ne travaille pas autour de la même table et qu'on n'essaye pas de nommer nos différents contraintes d'une part, mais aussi nos différents défis à relever pour notre expertise, eh bien, on n'arrivera jamais à rien faire parce que je rappelle qu'il y a 20 ans, on nous disait de simplifier, mais en fait, on nous donnait le test complètement fini, il était monté, il était mis en page, le formulaire était existant. Et quand on nous disait de retravailler le texte, soi-disant pour le simplifier, tout ce qu'on pouvait faire, c'était enlever les quelques fautes d'orthographe. Mais alors, aujourd'hui, quand on arrive dans un ministère qui nous demande de retravailler un formulaire et qu'on lui dit il faut qu'on revoie tout l'écosystème, il faut qu'on voit le guide d'accompagnement, il faut qu'on voit le guide, il faut qu'on retravaille le site, il faut qu'on travaille la lettre, le dépliant qui va avec, puis le communiqué de presse, ils acceptent maintenant qu'on les travaille tous ensemble en écosystème parce qu'ils comprennent bien qu'il y a un langage commun qui doit être en résonance et en écho. Donc, je trouve extraordinaire. Il y a des progrès. Il y a des progrès, il y a une volonté et je me souviens que quand on avait, Céline
tu le sais parce qu'on partage à peu près le même nombre d'années de combat pour la rédaction professionnelle. Je pense qu'il y a 30 ans, on disait péniblement en se cachant, on voulait faire connaître et reconnaître un métier. Aujourd'hui, on arrive à faire un colloque international autour de la rédactologie. On voit des offres d'emploi où on cherche des rédacteurs. Pour moi, c'est quand même mission réussie. On peut partir à la retraite. On a fait ce qu'on pouvait et moi, ça me réjouit beaucoup. Je voudrais peut-être profiter de la présence d'Isabelle Sperano, qui elle, justement, est la voix de demain, hein, puisqu'elle a pas mal d'années de moins que nous. Et pour justement, peut-être, on reviendra à nous, mais elle donne un cours dans une demi-heure. Donc, c'est pour ça que je me permets dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Oui. Dans 5 minutes, excuse. Donc, Isabelle Sperano est là avec nous pour parler. Dis-nous quelques mots, Isabelle, du site. Céline fera l'historique après toi. Okay, mais dis-nous un petit peu ce qu'on peut trouver dans le... Nous sommes en train de lancer donc la revue Rédactologie, qui est une revue savante scientifique en ligne, qui existait en anglais, dont nous avons créé le volet francophone toutes les trois, Céline Baudette, Isabelle Sperano et moi. Et Isabelle va peut-être vous dire en quelques mots ce qu'on y trouve. Merci Isabelle. Oui, bon, mais je peux partager mon écran. J'ai mis dans le clavardage là, le lien. Et puis donc, on voit qu'on a la version anglaise et française. Là, donc, si on veut, là, ici, on peut passer ici de anglais à français. Donc, on a le site de la revue où on a le numéro courant. C'est une publication qui est en continu. Et puis, à un moment donné, bon, quand je pense qu'il y a une date butoir et après, ils font un numéro particulier. Donc, on a le numéro courant. Ici, on a les archives des anciens numéros. Et puis, pour le numéro courant, là, tout a été traduit. En fait, les résumés ont été traduits en français pour qu'on puisse les avoir en français. Ici, dans Annonce, on a un numéro spécial en ce moment qui est lancé à la fois dans la version anglaise et française. Et puis, c'est beaucoup dans la section à propos, là, où on a toutes les informations sur le projet éditorial, les différentes directives aux auteurs, qui est dans le comité éditorial, tout ça. Donc, si vous voulez publier dans la revue, mais vous avez ici toutes les directives et aussi le projet éditorial va être intéressant. Je pense que vous allez en parler davantage, là. Mais c'est une partie importante ici, là, des thématiques qu'on souhaite aborder dans la revue. Donc, je dois vous laisser, je suis désolée. Merci Isabelle, merci, c'est gentil, on voulait rapide, c'est Isabelle qui s'occupe de l'édition à l'autre bout, franco, en anglais et en français. Alors merci mille fois Isabelle, bon cours. Merci. Bye bye. Merci. Peut-être à toi Céline, peut-être tu vas peut-être nous expliquer en fait en quelques mots l'historique de la revue, en quelques mots. Elle existait quand même sous la forme. Cette revue s'appelait Techno-Style en anglais. Elle a été fondée en 1982 par des professeurs en génie. Comment on dit, Véronique, en France? On ne dit pas en génie. Tu veux dire ingénieur? Ouais. Oui. Ingénieur? Oui, mais en ingénierie, là. C'est ça, ingénierie, oui. Et donc, c'était la revue de l'Association canadienne des professeurs de rédaction technique et scientifique. Donc, dans un premier temps, cette revue s'intéressait essentiellement là, aux genres d'écrits que produisaient les ingénieurs. Avec les années 90, sont arrivés des gens qui provenaient des départements d'anglais, qui avaient une approche différente et qui se sont intéressés dès les années 90 au genre d'écrits qu'on attendait à l'université. Donc, c'est la naissance là, de l'academic writing. Et puis, pendant les années 90, sont arrivés des gens comme Isabelle et moi, mais aussi des anglophones du Canada
qui s'intéressait plutôt à l'écriture professionnelle. Donc, avec le temps, l'idée de traîner cette image d'une revue centrée sur le discours scientifique et technique est devenue lourde. Donc, il y a eu un changement de nom, autant chez les anglophones, avec Writing and Discourse, que chez les francophones, puisque la revue s'est appelée Rédactologie. Pour toutes sortes de raisons, on ne s'en est pas beaucoup occupé. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'essayer de comprendre les millions de choses qu'on a faites pendant ces années-là. Mais nous revenons donc à la revue Rédactologie qui existe, qui est en ligne, qui est une plateforme de diffusion intéressante qui est indexée dans Érudit. C'est ça, Isabelle? Oui, sur Érudit. Et qui publie des recherches, soit recherches fondamentales, recherche, intervention, analyse de pratiques dans différents milieux, toujours en lien avec la rédaction professionnelle. Si vous allez sur le site, vous allez voir à propos de cette revue différents sujets qui pourraient être abordés. On suggère des sujets. On vous invite aussi, si vous en avez l'occasion, de proposer, de coordonner un numéro spécial dans cette revue. Après avoir entendu tous ces sujets pendant le colloque, je pense qu'il pourrait y avoir de belles idées de coopération internationale en français sur la rédactologie. Alors, vous communiquez directement avec Isabelle Claire ou Isabelle Sperano ou moi-même pour proposer soit un résumé d'article ou un sujet de numéro à coordonner. Et on Merci beaucoup, que Rédactologie, on lui souhaite longue vie. Merci beaucoup, Céline. Donc, effectivement, comme l'a dit Isabelle Sperano avant, tous les articles peuvent être reçus au fur et à mesure de l'année, sont publiés, sont quand même évalués en double aveugle comme une revue scientifique. Et ensuite sont publiés à la queue leu-leu, si vous voulez, tout au cours de l'année. Au bout d'un an, un numéro est fait et tout est paginé. Donc, c'est seulement au bout d'une année que tous les articles sont mis ensemble et paginés. Un volume est fait. Par ailleurs, comme le dit Céline, nous serions très heureuses de voir des gens vouloir piloter un numéro spécial, un numéro thématique pour dans un an, pour dans 2 ans. Ça nous fera extrêmement plaisir de laisser aux plus jeunes et aux plus fous l'occasion, mais même à certaines personnes très mûres, l'occasion de piloter un dossier. Ça nous fera extrêmement plaisir. Donc oui, effectivement, écrivez-nous là-dessus. Et pour terminer sur... je cède la parole à Véronique Rey, qui est venue quand même, qui a quand même traversé l'Atlantique, qui a bravé le COVID, qui a bravé la douane, qui a bravé de la paperasserie infernale pour se rendre à côté de moi, pour rendre le colloque quand même un peu plus vivant. Je tiens juste aussi à dire un mot avant de donner la parole à Véronique. On a un mot de Zélie Gevel dans le chat qui nous dit « Bravo pour votre colloque des plus stimulants. Voilà qui consacre la rédactologie, soit l'étude des écrits d'orientation communicative, comme un domaine essentiel de la linguistique à vocation sociale. » Eh bien, c'est très bien dit, Zélie. Merci 1000 fois. C'est très, très apprécié. Merci, Zélie. Zélie est prof de traduction. Merci beaucoup, collègues. Merci de m'honorer de cette tâche, de clore ces plusieurs journées. Et donc, je vais le faire avec trois mots que je développerai, à savoir merci, continuons et au revoir.
Merci d'abord à Isabelle pour sa rigueur, pour sa ténacité, non seulement pendant tout le colloque, mais en amont de ce colloque. Donc, il y avait à la fois tout le travail qu'on ne voyait pas, heureusement d'ailleurs, en écran en direct, mais également tout ce qui a été fait en amont et son dynamisme. Donc, je tiens à te remercier chaleureusement sur ça. Et il y a également, bien entendu, tout le plateau technique, toute la logistique qui nous a accompagnés, qui nous a rassurés. Et toujours dans les remerciements, même si on l'a déjà dit, Céline, c'est pas sans émotion que on voit quelque chose qui à la fois s'achève, mais également se transmet. Et c'est avec une grande joie que je peux te dire merci pour ces années passées ensemble et de savoir que cela a abouti à des recherches, à des journées, à des formations en France, notamment donc le master rédacteur professionnel, et que sans toi… À ton dynamisme aussi, oui, et à ta détermination, ton enthousiasme et ta professionnalité. Voilà. Merci. Et puis, toujours dans les remerciements, mais je vous rassure, ça sera moins long pour le reste, mais toujours dans les remerciements, merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces journées et qui se sont laissés embarquer dans la rédactologie. Peut-être que pour certains d'entre vous, le mot n'était pas encore plein de représentation et j'espère que nous avons réussi par nos échanges à vous convaincre à continuer à voyager avec nous. Alors, quand j'en viens donc au deuxième mot, dans la notion de continuer, c'est effectivement ce qu'on a vu là pendant ces journées, la nécessité de partenaires hétérogènes, que la richesse des échanges et le décloisonnement de l'université qui permet de penser la communication écrite en dehors d'une discipline stricte, même si c'est quelque chose qui est toujours à travailler et à construire, mais c'est vraiment continuer à tisser ces liens-là qui sont extrêmement riches. Et puis, ça conduit donc à construire des outils, des concepts, car comme le disait Céline, on ne peut pas comprendre les remarques ou les demandes des citoyens si on n'a pas les concepts pour interpréter ces demandes. Et il nous faut continuer à construire ces concepts qui seront toujours en retard par rapport à la technologie contemporaine, par rapport à des nouvelles demandes. Mais c'est normal, ça fait partie de la science que de cheminer et d'accompagner. Et là, on est quand même dans l'enjeu par rapport à ce colloque sur des enjeux majeurs, ça a été dit et redit, dans la relation État-citoyen. Et je pense qu'on est très content de voir à quel point ça fait écho. C'est-à-dire que ce qu'on disait il y a 10 ans, qui apparaissait un petit peu artificiel, est aujourd'hui au cœur des préoccupations. Et je pense que l'écriture numérique a largement accéléré le processus. Oui, absolument. Oui, Céline, tu veux dire quelque chose ? Tu parles de continuité, peut-être que je te relancerai sur une continuité par rapport au colloque. Peut-être que plusieurs personnes seraient intéressées à te suivre dans un colloque à Marseille, à Toulon. En Provence, dans 2 ans. Oui, faire la suite de tous ces travaux. Oui, alors il y a un réel bénéfice à la tenue des colloques. Oui. De mettre des visages sur des recherches, ça change beaucoup la perspective. Et quand les gens s'expriment librement, ils vont au-delà parfois là, de leur pensée. Comment dire, on n'ose pas à l'écrit parfois affirmer certaines choses, alors qu'à l'oral, on peut aller plus loin, on peut faire des suggestions, on peut faire des apartés. Tout à fait. Donc, c'est important qu'il y ait une suite à votre oui, tout à fait. Et c'est pour cela que mon dernier mot est sur le au revoir, et que c'est au revoir dans le sens de à se revoir. Oui. Et se revoir, vu que le mot a été dit plusieurs fois, je nous souhaite à tous de belles navigations. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment, Véronique.